Propose d'entrer dans le vif du sujet avec notre premier chapitre intitulé Prise en compte de l'expertise des patients et du regard des associations dans les stratégies de recherche. Trois invités pour cette première table ronde. Ghislaine Lasseron, bonjour madame, de l'association Europa-Dona. Pierre Laurent Puig, professeur d'oncologie à l'hôpital Georges Pompidou et directeur du conseil scientifique du Cancéropole, et Gilles Friedman de Smart Patient. Alors on va dire que c'est une... je vais essayer, si je dis des bêtises, vous me corrigerez, j'ai l'habitude. Plateforme en ligne pour les patients afin de connaître l'état des progrès scientifiques et des avancées scientifiques liées à votre état. Et vous avez également fondé Accor, ACOR, Association du cancer des ressources en ligne. Alors je commence par vous, puisque vous êtes un peu à la croisée des chemins. Justement, qu'est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un regard fondamentalement différent entre, je dirais, les chercheurs, les gens du métier, et puis les associations de patients? Prenez le micro, oui. Et parlez bien tous dans le micro, surtout, parce que tout ça est enregistré. Après, ça va faire l'objet de pas mal de diffusions télévisuelles. D'accord. Donc, je pense qu'il n'y a aucune différence entre les buts de gens qui font de la recherche et les groupes de patients. Et nous avons... Donc, Accor a été lancé en 1995. Ça a grandi très rapidement. Accor a eu plus d'1 million de personnes qui sont passées dans le système. Donc, on sait maintenant quels peuvent être les effets de ces groupes de patients en ligne. Et comme nous avons créé à peu près 200 communautés pour beaucoup de types de cancers plutôt rares, on a vu que ces communautés très actives dans les cancers rares étaient capables de transformer de manière radicale la connaissance scientifique très rapidement en inventant des choses que personne n'aurait pu inventer à leur place. Notamment, on a un groupe extrêmement actif pour le léomyosarcome, c'est comme ça que ça se dit en français, qui a décidé il y a une dizaine d'années que ça n'allait pas assez vite et que donc il fallait qu'ils organisent eux-mêmes un tissue bank, en français c'est une catastrophe. Une banque de tissus. Voilà. En 18 mois, ils ont réussi à avoir plus de 400 échantillons. Et j'ai appris il y a 1 an que le premier essai clinique va commencer dans quelques mois, basé sur les découvertes qui ont été faites grâce à ces tissus. Madame Lasseron, donc même question, est-ce qu'il y a des lignes de force vraiment différentes entre associations et professionnels de la profession? Reprendre une formule de Godard. Non, enfin tout d'abord, je vous remercie aussi des mots que vous avez prononcés, c'est très important, cette notion d'altérité, cette notion de progresser ensemble, et merci de cet accueil et de votre vision. Peut-être en 2 mots présenter Europa-Dona. Oui, alors Europa-Dona, Forum France, dont je suis secrétaire général, mais est une association effectivement qui aide les patients dans leur parcours du cancer du sein. Notre volonté, c'est de les aider à être acteurs par l'information, leur expliquer la maladie, les traitements, et de porter aussi leur voix pour qu'il y ait une amélioration de leur prise en charge. Et cela va de bien sûr en passant par la recherche clinique, du dépistage à la prise en charge de la pathologie. Et Europa-Dona, c'est la structure européenne qui fédère 46 pays. Donc il y a ces 2 dimensions. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, enfin heureusement, il y a une vision commune et partagée. Ce qui est important de faire savoir, c'est que le patient, lui, son expertise, c'est l'expérience de la maladie. Il a ce savoir expérientiel, il est le seul à le posséder, et c'est très très important parce que ces données, son vécu et ce sur quoi il peut interpeller, qui va faire avancer tout le monde. Et on peut parler donc de patients experts ou de patients ressources aussi. Pour les autres, et vous parlez aussi de communauté. Je pense que c'est très important, cette communauté, via les associations ou d'autres façons. Et effectivement, on partage tous le même objectif. C'est une innovation qui va apporter une meilleure qualité des soins et de prise en charge. Vous pouvez, je vous rappelle que si vous voulez envoyer des questions, vous pouvez commencer quand vous le désirez. Pierre Laurent Puig, même question. Il y a vraiment une osmose de point de vue, selon vous, enfin d'objectifs, où il y a quand même des différences? Non, je pense qu'il y a une grande communauté d'objectifs. J'ai des exemples d'implication d'associations de patients dans la recherche. En particulier, je pense à l'association sur les tumeurs, des tumeurs rares, parce que c'est très fréquent dans les tumeurs rares.
Je vous demande de parler bien près du micro. Pardon. Merci. Dans les tumeurs rares, c'est très impliqué. En particulier, je pense à l'association sur les tumeurs desmoïdes qui ont lancé une recherche adossée, je dirais, à une plus grosse association, mais c'est parti vraiment de cette association de tumeurs desmoïdes avec le groupe des sarcomes français. Et c'est une vraie implication à la fois dans la définition de la recherche, dans les moyens, dans la collection, et c'est parti de là aussi, c'est un excellent exemple que vous avez cité, de l'autorisation et de l'incitation à la constitution d'une banque de tissus qui est très souvent le point de départ à une recherche qui permet d'innover. Et ça, cette aide est extrêmement facilitante pour les chercheurs d'avoir justement une vraie volonté d'implication des malades qui considèrent que finalement leur tumeur est un objet utile à la recherche et qui doit être mis au niveau de la communauté des chercheurs. Et ça lève un certain nombre de freins qui sont parfois dus aux professionnels qui sont censés justement faire ces collections et qui ne font pas exactement ce qu'ils devraient faire. Et donc c'est un excellent aiguillon justement pour les professionnels. C'est quoi selon vous, et puis je poserai la question à Mme Lassoin et M. Friedman, c'est un déficit de pédagogie à votre avis ? Ça mérite même pas qu'on le mentionne, mais il y a des histoires de territoire, de possession. La notion de banque fait aussi référence à la notion de banquier. On ne peut pas dire que forcément les banquiers soient des grands partageurs. Mais c'est pour ça que l'aiguillon, dans tous les secteurs. Mais c'est pour ça que l'aiguillon des associations de malades est excellente. Alors c'est un exemple, il y a bien d'autres exemples et on peut citer le programme par exemple de recherche qui est un vrai programme de recherche qui a fédéré de très nombreux chercheurs en France et qui a de très nombreuses maintenant publications internationales. C'est le programme Carte d'identité de la Ligue qui est un vrai programme de recherche de génomique des tumeurs qui fait progresser très avant la connaissance des tumeurs fréquentes et des tumeurs rares du reste, avec un programme qui est pris en charge par une association de malades et qui a financé entièrement cette recherche et qui a permis de conserver, je dirais, une compétitivité internationale à la France dans ce domaine. Professeur, vous vouliez réagir, professeur Navarro? Oui, alors moi je voudrais revenir quand même sur ce qu'a dit M. Friedman, parce que nous sommes confrontés à ce que représentent l'énorme système d'Internet. Et dans le système d'Internet, il est logique, c'est quelque chose qu'on fait tous. Lorsqu'on a une maladie, qu'on imagine qu'on a quelque chose, qu'on veut savoir, on va regarder sur Internet. Et malheureusement, il y a tout. Tout et son contraire. Parce que, certes, on va voir sur les sites de l'ensemble des associations, des grandes associations, la Ligue, on y a fait allusion, mais les autres aussi, en fonction de ce qu'on a. Mais on va voir aussi ces échanges qui sont affolants, dans lesquels on va dire mais moi je suis très bien parce que j'ai tout arrêté, je prends tel produit, etc., etc. Vous savez qu'il y a actuellement même une surveillance qui se fait par une sorte de système mutualisé de surveillance de toutes les errances qu'il peut y avoir. Et donc votre idée qui a été de dire on le fait, on passe par Internet, et ce que ça représente comme outil, mais on a une sorte de contrôle, puisqu'il y a une communauté scientifique qui est autour, qui partage. Et je trouve que c'est un bel exemple de l'application pratique de ce partage. Ça me plaît énormément. Et du coup, ça donne une sécurité. Et ça, c'est remarquable. Monsieur Friedman, justement, est-ce que l'Internet, c'est un peu comme la langue d'Ésope, la meilleure et la pire des choses, non? Surtout dans ces domaines-là qui sont très sensibles quand même. En ce qui me concerne, la vie est trop courte pour m'occuper de ce qui ne va pas. Donc on dépense toute notre énergie pour faire des choses qui marchent et qui aident les gens. Dès le départ, dès 1995, l'idée était de créer des communautés de patients à qui qu'on allait aider de manière à ce qu'ils puissent comprendre la science nécessaire pour faire des décisions quant à leur traitement. On ne peut pas faire, déjà en 1995 on ne pouvait pas le faire, mais on peut encore moins le faire aujourd'hui. On ne peut pas faire de décision concernant n'importe quel traitement si on n'a pas suffisamment de connaissances pour comprendre pourquoi le traitement est supposé marcher ou ne pas marcher. Et maintenant qu'on est en train de rentrer vraiment dans cette ère de la médecine moléculaire, les patients vont avoir
une responsabilité accrue pour réfléchir à plusieurs étapes pour quel traitement ils vont regarder, pas seulement le traitement qu'ils vont choisir maintenant, mais les effets potentiels du traitement actuel sur les choix nécessaires pour plus tard. Or, je ne connais pratiquement aucun médecin qui pense de cette manière-là et qui éduque les patients de cette manière-là, alors qu'un groupe de patients de 500 ou 1000 patients peut très bien le faire. Question à Mme Lasseron puis à M. Laurent Puig. Est-ce qu'il y a un déficit de pédagogie selon vous aujourd'hui ? Alors, on peut effectivement parler de déficit de pédagogie et de dire que la connaissance doit être accompagnée. Et il faut aussi humaniser la recherche. Je crois que c'est très important parce qu'effectivement, on arrive aujourd'hui... Qu'est-ce que vous entendez par humaniser la recherche ? Voilà, c'est que le patient aujourd'hui, par ses caractéristiques moléculaires, il va être un ensemble de données scientifiques. Alors évidemment, le patient est très contributeur, mais il ne faut pas effacer complètement la personne humaine, et en particulier ses conditions de vie, etc. Donc il y a besoin de beaucoup de pédagogie. Et de même, par exemple, si on prend au stade de l'essai clinique, comprendre pourquoi on est éligible et pourquoi on n'est pas éligible à un essai. Et ça, je pense qu'il faut beaucoup de pédagogie et aussi anticiper dans le cas où on n'est pas éligible. Mais je pense qu'il y a besoin de parler de connaissances sur la recherche clinique, de parler aussi de ce qu'est un bénéfice individuel attendu, mais un bénéfice collectif quand on participe à la recherche. Et donc je crois qu'il faut encore continuer les efforts tous ensemble, avec chacun ses mots, mais être autour des patients pour aller plus loin. Pierre Laurent Puig, Monsieur Laurent Puig, est-ce qu'il y a des protocoles précis justement quant au rôle du patient dans sa maladie, et puis plus largement comment le cancéropôle peut intégrer l'expertise patient dans ses programmes de recherche ? Alors le cancéropôle n'est pas un opérateur de recherche, donc ne conduit pas des recherches en son propre nom. Non, mais il donc peut inciter ou être notre rôle est un rôle de coordination, d'incitation, et justement un des rôles du cancéropôle est d'intégrer en fait dans la réflexion les associations de patients. Alors, dans la définition de grands programmes de recherche, c'est-à-dire c'est plus de la politique de la recherche qu'un protocole précis de recherche. Donc, et en particulier, on peut très bien imaginer que le rôle du cancéropôle serait justement de faire de la formation, de l'information. Et il ne faut pas voir, à mon avis, une information à sens unique du haut vers le bas, mais ça peut être très bien dans les deux sens. L'effort de compréhension, je sors de ma consultation et j'avais à ma consultation un patient, une patiente ne parlant pas le français. Je me suis retrouvé à expliquer des choses relativement compliquées déjà en français et j'avais un déficit de support. Et le déficit de support, c'était de passer par l'image. J'avais besoin de quelque chose compréhensible dans un langage international. Et ça, c'est des outils qui manquent, c'est des outils qu'il faut développer. Et on peut très bien le développer dans les deux sens et en collaboration étroite et en testant. Enfin, il y a des allers-retours permanents qu'il faut faire. Et ça, c'est un vrai rôle, je dirais, du cancéropôle pour la diffusion, puisque ce travail-là, il doit être... le but du cancéropôle, c'est de diffuser ces outils développés. Et donc ça rentre, à mon avis, parfaitement dans ce cadre-là. C'est des outils d'information, c'est des outils de formation. Faire comprendre ce que c'est que la médecine moléculaire, terme que vous avez employé, ou la médecine de précision, ou la génomique des tumeurs, c'est des notions qui sont compliquées, y compris pour les médecins non spécialistes. Et donc ça nécessite effectivement un effort soutenu pour développer ces outils de communication qui doivent être des outils verbaux et puis aussi des outils qui passent par l'image, par les supports, enfin, tout ce qu'on peut imaginer de ce qu'on fait de mieux grâce au développement des technologies de l'information, quoi. Professeur, alors si vous avez des questions ou des remarques, elles sont les bienvenues. Professeur. Dans l'enquête PACE auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, ce qui m'a frappé, c'est encore une fois les chiffres, puisque je l'ai sous les yeux. 73% des patients qui ont participé pourtant à la recherche clinique
on dit qu'ils étaient très mal informés. C'est-à-dire que le discours qui s'établissait, l'échange qui s'établissait entre le cancérologue ou le spécialiste particulier et eux était insuffisant. Et que par ailleurs, lorsque c'était plus correct, ils regrettaient aussi que, en quelque sorte, ils retombent dans un autre système. À partir du moment où ils avaient quitté la phase de la recherche clinique, ils étaient un peu oubliés. Ça y est, ils rejoignaient le tout. C'est ça. Et je crois qu'effectivement, ce n'est pas nous qui pouvons proposer des schémas. On peut participer à ces échanges, on peut imaginer, mais ça c'est vous qui allez nous le dire, c'est vous qui allez nous dire ce qu'il faut faire, comment on peut le faire, on vous écoute, et on peut également avoir des séminaires de formation, cette fois-ci pour les jeunes oncologues. Est-ce qu'on peut dégager un modèle, je vous passe la parole tout de suite, mais M. Friedman et puis Mme Lasseron après, est-ce qu'on peut dégager un modèle justement de protocole ou d'association patients et médecins? Ou est-ce que non, c'est trop compliqué? Vous pouvez répéter la question? Oui. Je n'ai pas très bien compris. Est-ce qu'on peut définir un modèle ou un cadre qui pourrait permettre, quelle que soit la nature des rapports, de créer ce binôme entre le patient et le médecin? Je ne suis pas sûr qu'on est en mesure de construire le modèle actuellement, mais je suis sûr qu'on est en mesure de faire des tas d'essais pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc je ne m'occupe plus de ECHO maintenant, je m'occupe uniquement de Smart Patients. Et à Smart Patients, on travaille avec l'industrie pharmaceutique et bientôt avec des gens qui font de la recherche, de manière à aider à développer, à améliorer des protocoles avant qu'ils ne soient finalisés. C'est l'opération avec les 7 hôpitaux aux États-Unis, c'est ça? Non, c'est autre chose. Nous avons essayé maintenant 2-3 fois de donner des protocoles qui n'étaient pas complètement finis à un groupe de patients et à demander aux patients quels changements ils feraient dans ces protocoles de manière à ce que ça marche. La première fois que nous avons fait ça, nous avons été très très surpris parce que le protocole venait d'un très grand centre de recherche et il y avait une erreur fatale dans le protocole qui faisait qu'ils n'auraient jamais réussi à trouver suffisamment de patients. Et il a fallu un quart d'heure à un groupe de patients pour dire il y a un problème à ce niveau-là. Exclusion criteria fait qu'on n'arrivera jamais à avoir suffisamment de patients. Madame Lasseron. Je pense qu'on peut dire que le médecin, enfin l'investigateur, informe. Il n'y a pas de souci. Mais c'est qu'il ne s'assure pas que ce que le patient a compris. Et donc, de ce fait, il faut effectivement évaluer en retour ce que le patient perçoit. Vous savez, il y a des études qui ont montré que le patient ne retient que les 4 ou 5 premières secondes et les dernières, et que pour le reste, il est dans un état de sidération, bon, surtout quand on lui annonce son diagnostic, mais dans le cadre de participer à un essai clinique, je pense qu'il est stressé, je pense qu'il se pose aussi plein de questions, je pense qu'il a du mal à faire des choix. On a assisté à la décision partagée hier, et c'est ça. Donc je pense qu'il faut des outils pour accompagner à la fois le promoteur, l'investigateur et le patient, pour qu'il y ait vraiment qu'ils avancent ensemble au même niveau de conception de l'information et du projet de recherche. Qu'est-ce que ça va entraîner, et qu'on soit bien sûr que le patient ait tout compris et vraiment tout en lui pour pouvoir savoir vers quoi il s'oriente. Je rebondis là-dessus, Pierre-Laurent Puig. Est-ce que c'est possible le vœu de Madame Lasseron, c'est-à-dire que le patient soit autant au courant que son médecin de ce qui est en train de se passer, et d'avoir la même appréhension des choses en fin de compte? Alors, autant au courant, je dirais, c'est probablement, en tout cas, d'avoir un niveau d'information, je vais le dire avec mes mots, alors je suis pas sûr que... Disons, un niveau d'information qui soit comparable, mais avec on va dire... Des critères différents. Avec une façon de le dire, un langage qui doit être le sien, parce qu'il y a forcément deux langages, un langage d'un professionnel, même s'il fait beaucoup d'efforts, ça reste un langage de professionnel, et les mots qui vont être variables du reste d'un patient à l'autre, et qui nécessitent une adaptation. Donc on ne peut pas imaginer qu'il y a un langage universel des patients et un langage universel des malades. Ça me paraît des médecins, pardon. Ce qui me paraît relativement difficile.
Et c'est pour ça qu'à mon avis, le développement d'outils associés au discours est nécessaire pour s'adapter, en fait, en partie aux patients. Et il y a des gens qui sont plus dans l'image que dans la lecture. La notice d'information qui fait 2 pages de texte compact, Time 12, ne me paraît pas être extraordinairement adaptée dans tous les cas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire et que ça ne doit pas être fait. Mais parfois, on a l'impression que ça ne suffit pas. Oui, Professeur Navarro. Je crois que ça montre bien l'effort à faire. L'effort à faire, il est dans le dialogue, le vrai dialogue. À partir de là, et je rejoins vraiment ce qu'a dit M. Friedman, on n'a pas les réponses immédiates. Ce serait trop simple. Donc, il faut les chercher ensemble. Et je pense que les associations, par leur vécu, ce qu'elles savent, les patients, les familles, peuvent nous aider à avancer, mais avancer simplement. Il n'y aura pas une méthode pour dire c'est comme ci, c'est comme ça. Déjà, l'essentiel, c'est qu'au moins les médecins comprennent le but et du coup que cet échange ait lieu. Moi, je dirais que c'est ça la première phase qui est la plus importante. Après, on va progresser, après, on va avancer, après, on aura des techniques et on va essayer de faire passer avec vous, ce que vous proposez, de façon à le faire comprendre autant au corps médical qu'aux patients. Gilles Friedman, puis après il y a une question. Pendant des sur l'écran. dizaines d'années, la plupart des médecins considéraient la médecine comme étant uniquement ce qui se passe pendant les moments où les médecins sont avec les patients. Or, n'importe quelle personne qui a le cancer vit avec le cancer 100% du temps. Donc 99% du temps, ils sont seuls. C'est ce décalage en fait. C'est un décalage absolument incroyable. Et ce que nous avons fait depuis maintenant 20 ans, l'effet le plus grand vient du fait que les gens ne sont plus seuls, c'est 99% du temps. Et moi, je ne pense pas que ce sont les médecins qui doivent expliquer aux patients ce qu'ils doivent savoir, parce que, comme vous l'expliquez, votre langage n'est pas le même que celui des patients. Et qui doit le faire alors? C'est qui l'intermédiaire entre les deux du coup? Il y a maintenant suffisamment de patients experts, de manière à ce qu'ils puissent apprendre à des autres patients à devenir eux-mêmes des micro-experts. Quand je parle de patients experts, c'est vraiment de la micro-expertise. Oui, presque des interprètes, Pierre-Laurent Puig. C'est jouable? Je pense que ça a un rôle important, oui. On le voit avec on fait partie du conseil scientifique d'associations de malades. Et c'est tout à fait vrai. Il y a une vraie production d'informations qui est exprimée dans un langage qui est effectivement qui bénéficie de l'expertise de certains patients ou de certaines familles de patients du reste. C'est pas forcément le patient lui-même, ça peut être aussi le vécu de la famille qui participe. Alors gardez le micro, monsieur Laurent Puig, puisque la question vous concerne au premier chef. Ouais, les chercheurs pensent-ils vraiment qu'il existe une expertise patient? Puis on fera demander à Mme Lasserand de réagir. Si on me demande mon avis à moi, je réponds oui. Maintenant, les chercheurs pensent-ils vraiment? Ça, je ne peux pas répondre pour non, votez pas en touche, sur le fond. Sur le fond, allez. On est entre nous, là. Honnêtement, si je réponds personnellement, je suis sûr que oui. Complètement persuadé de ça, parce que pour l'avoir vécu toujours avec cette association de desmoïdes, c'est une expérience vécue. En général, je pense que cette question mériterait d'être posée à la communauté des chercheurs. Alors je ne sais pas si ça a été fait, s'il y a une enquête presque une enquête, quoi. Oui, c'est ça, c'est-à-dire une sondage. enquête d'opinion, un sondage, et qui mériterait, à mon avis, d'être faite. On pourrait imaginer la faire au niveau de... Alors attendez, on me montre... Alors là, non, à cette distance, je ne vois pas. Ah, ça a été fait, me dit Madame Donnet-Camel. Et vous en parlerez dans la table ronde numéro 2. Voilà. Donc il y a du teasing pour la table ronde voilà, numéro exactement. 2. Ah non, on s'est rodé. Hein. Juste un petit élément rassurant quand même, parce qu'il faut aussi donner des éléments rassurants. Parce que comme je pense que le processus est évolutif, qu'il n'y a pas de réponse univalente, qu'il ne faut pas non plus se bloquer, parce qu'il y a des gens qui vont dire non, expert, le mot expert, ça me gêne, etc.
Chacun apporte. Oui, on a aussi un peu une réticence, une espèce de pudeur à dire. C'est pas grave. Je suis impatient, je suis pas. Ça n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de dire, il a un vécu, nécessaire. il sait quelque chose, il pourrait savoir davantage. Et c'est vrai aussi qu'il faut le faire de façon individuelle. Parce que même si on a des éléments de réponse, maladie par maladie, organe par organe, et que nous allons dépasser cette notion qu'on ne s'adresse pas à une maladie d'organe, mais à un individu dans sa globalité, ça c'est vraiment essentiel. À partir de là, il va y avoir des réponses encore adaptées, le milieu culturel, les gens, la langue, tu y as fait allusion tout à l'heure. Donc ça c'est extrêmement important. Mais je crois que c'est ce savoir-là qu'il va falloir accumuler, comprendre, et c'est là où vous allez pouvoir nous aider, parce que vous avez déjà cette expérience. Vous l'avez déjà, et nous ne l'avons pas, et donc on essaye de construire. Madame Lasseron et Monsieur Friedman. Oui, non, juste en quelques mots, effectivement, il y a beaucoup de discussions sur le terme de patient expert. Et le patient expert, c'est un patient qui a fait une formation de plusieurs heures, qui est capable d'accompagner d'autres patients. Donc, il faut savoir effectivement de quel type de patient on parle. C'est différent du patient, naïf dans la pathologie, qui effectivement va surtout parler de son vécu, de son ressenti. Mais globalement, le souhait, c'est que le patient ne soit pas que l'objet de la recherche, mais qu'il en soit aussi un acteur. Donc c'est tout cela sur lequel tous ensemble nous devons contribuer. Monsieur Friedman. Oui, je vais vous parler 2 minutes de ce qui s'est passé, je crois, en 99 ou 2000. Nous avions donc ce groupe pour le léomyosarcome. Et puis d'un seul coup, on a vu des gens arriver qui prenaient des médicaments et qui, pour la plupart, mouraient en quelques mois. Jusqu'au jour où il y a une personne qui est arrivée sur le groupe en disant « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu parler de cet essai clinique en phase 1 ?» C'était le tout début d'un médicament qui s'appelait à ce moment-là STI 571, qui est devenu Glivec. Et notre groupe... plus de 80% des gens qui sont rentrés dans des essais cliniques de Glivec pour le type de sarcome venaient sur le groupe de léomyosarcome en ayant un mauvais diagnostic. Ils arrivaient sur le groupe et puis il y avait des patients qui leur disaient la description que vous faites nous fait penser que probablement vous avez une autre maladie, vous devez retourner voir votre médecin, lui demander d'être testé pour voir si vous avez une mutation spécifique. Très sûrement, votre médecin n'a pas entendu parler de ce test. Vous devez donc insister. Et donc, en quelques mois, nous avons eu des centaines de personnes qui ont vécu ça et qui pour la plupart, avaient donc cette mutation et qui, au lieu de mourir en quelques mois, pour beaucoup, sont encore vivantes 12-13 ans plus tard. Jusqu'au jour où ce groupe a décidé de faire de la recherche et a commencé à faire des demandes à tous les patients qui étaient dans les essais cliniques de données. Et en quelques mois, ils en ont eu suffisamment pour dire à Novartis, qui était le fabricant de ce médicament, nous voulons vous voir, nous avons des données à vous donner, il y a quelque chose dont vous n'êtes probablement pas au courant. La manière de donner ce médicament n'est pas optimale. Nous avons découvert qu'au lieu de le prendre une fois par jour, les patients qui le prennent la moitié le matin et la moitié le soir ont de bien meilleurs résultats. Je ne vous dis pas la tête des gens chez Novartis, j'étais à ce rendez-vous-là, et c'était la révolution. Justement, Madame Lasseron, quand on préparait cette émission, vous m'avez dit il fallait peut-être aussi pousser les passerelles entre le public et le privé, puis je demanderai la réaction de Monsieur Laurent Puig. Je pense effectivement, parce qu'il ne faut pas qu'on pense que effectivement, la recherche clinique soit que la recherche sur le médicament. Je pense qu'il y a de la recherche sur les soins, qu'il y a de la recherche sur les profils génomiques, d'autant plus qu'effectivement, plein de patients touchés par des pathologies différentes se retrouvent avec des tumeurs qui surexpriment les mêmes récepteurs. Donc, je crois aussi qu'il faut décloisonner et puis aller au-delà et même aussi travailler sur la qualité de la prise en charge, la coordination et aussi la désescalade des traitements. Et voilà, pour être aussi en gardant pour le patient, en lui faisant bénéficier des mêmes chances. Donc je crois qu'il faut une réflexion au-delà vraiment de la stricte molécule thérapeutique. Réaction, Pierre-Laurent Puig, puis Jean Navarro. J'ai pas de commentaire spécifique sur le partenariat privé. Je crois que l'action des patients, elle doit être à la fois tournée vers les, on va dire, les académiques,
et doit servir d'aiguillon parfois vis-à-vis des académiques. Et vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique, si c'est à ça que vous pensez, de la même façon. Je veux dire, les groupes de pression sont nécessaires. En particulier, alors de façon très pragmatique, en particulier sur les pathologies rares tumorales. Puisque là, il y a un vrai effet de pression pour considérer que c'est pas parce qu'on a une maladie rare qu'on doit être privé de soins, enfin privé d'accès à l'innovation. Et donc ça, il y a... C'est un vrai enjeu pour aiguillonner cette recherche qui nécessite d'être protégée quelque part, parce que si ce n'est pas les patients eux-mêmes qui aiguillonnent l'ensemble de la communauté publique-privée vers ces maladies rares, cette personne ne le fera, puisque c'est une maladie rare par définition. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Cancéropole Île-de-France, d'ailleurs, ça, on a fait une de ses priorités. On fait une de ses priorités, oui. Merci de le rappeler, c'est pas bien de ma part. Non, il y a aussi un autre rôle qui est l'enseignement. Je crois que c'est très important. Parce que si on veut gagner en fonction d'un certain nombre d'éléments de prise en compte, il faut que ceci soit enseigné également. Et donc maintenant, heureusement, on fait un peu plus la place aux sciences humaines et sociales. Et de l'autre côté, je crois que participer à l'enseignement, alors là, dans nos facultés, là on revient aux gens qu'on forme, et leur apporter ces notions. Et à ce moment-là, avec éventuellement... beaucoup plus en amont, en fin de compte. Mais parce qu'il faut attaquer de tous bords. Il n'y a pas à redresser une situation d'un moment défini. Il faut que petit à petit, cette vision de l'autre soit vécue. Et pour qu'elle soit vécue, il faut qu'elle soit enseignée. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'on l'oublie non plus. Madame Lasseron, parlons un instant je veux dire, puis Monsieur Friedman, de l'environnement quand un malade arrive à l'hôpital. Est-ce que là aussi il y a des progrès à faire pour que justement il se sente plus impliqué? Alors, je voudrais dire que les problèmes peuvent se poser non seulement à l'entrée de l'hôpital, mais surtout à la sortie. Donc ça dépasse la recherche clinique, mais l'accompagnement et la coordination avec la ville, le suivi du patient en ville, où il est de plus en plus, par exemple dans le cancer du sein, compte tenu des résultats. Donc le parcours est très balisé quand même à l'hôpital. Il n'est pas simple, il faudrait parfois aux patients un GPS pour se repérer, parce qu'il n'est pas toujours sur le même site pour tout faire. S'il va à la Salpêtrière, oui, donc bonjour. d'abord qu'il ne se perde pas dans les jardins, mais aussi qu'il ait un circuit, mais il n'a pas toujours à côté de chez lui un établissement où il y ait tout le parcours de soins faisable sur le même site. Et donc presque sur le bâtiment physique, il n'y a pas, enfin je veux dire, je sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais il y a un côté toujours un peu austère, toujours un peu anxiogène, hein, disons-le, quand on rentre dans ces bâtiments. Peut-être sauf à Pompidou parce que il est beaucoup plus moderne, plus clair. Il est très ouvert, très clair. Très clair. Il y a la rue hospitalière, voilà. Donc si on parle de Pompidou, c'est un bon exemple qui est quand même plus chaleureux comme accueil pour le patient, et aussi c'est une chaîne d'accueil, aussi bien dès le premier accueil ou dès la première rencontre à la secrétaire, il faut mettre en confiance le patient. Vous savez, le patient il est stressé quand il va à l'hôpital et il faut bien tenir compte de ce contexte, donc il faut qu'il y ait cet accompagnement, mais surtout qu'on lui balise bien son parcours, qu'on lui annonce bien, qu'on lui explique bien, et qu'il y ait cette coordination après, comme je le disais aussi avec la ville. Mais bon, je dis ça dépasse la recherche clinique dont on parle aujourd'hui, bien sûr. Professeur Navarro. Non, mais moi je réagis déjà à quelque chose. Travailler avec l'industrie pharmaceutique n'est pas anodin. Non, c'est pas anodin, mais il ne faut pas avoir de rejet, surtout pas, parce qu'il ne faut pas non plus se dire, alors là, surtout, il faut qu'on garde notre indépendance, etc. Ça doit être acquis. Cette indépendance, elle est très importante. On a vu d'ailleurs des erreurs et on a vu des choses qui s'étaient accumulées avec des jugements dans certains organismes où les gens étaient trop partie prenante parmi les médecins, etc., etc. Je crois que ça, il faut le dépasser. L'industrie, elle est indispensable à un moment donné. Elle est fondamentale. C'est comme ça qu'on progresse. Sinon, on ne pourrait pas progresser. Mais en mettant, bien sûr, tous les éléments qui font que les décisions sont prises sereinement, sans qu'il y ait d'influence anormale,
vous avez compris ce que j'entends par là, et qu'on puisse avancer. Mais sans l'industrie pharmaceutique, qu'est-ce qu'on ferait? On l'a bien connu pour la mucoviscidose, on a vu les résultats, c'est tout à fait impressionnant. Dans le cancer, on voit maintenant aussi ces progrès qui sont, moi je ne suis pas assez compétent dans ce domaine, mais qui sont quand même enthousiasmants pour certaines pathologies, enthousiasmants. Comment ça se passe aux États-Unis, Monsieur Friedman, ce rapport? Entre l'industrie pharmaceutique et les patients? Oui, et puis la recherche, les médecins. Donc il est bien évident que l'interaction entre les patients et l'industrie pharmaceutique, ça n'est pas anodin, mais c'est aussi indispensable. Nos groupes de patients combattent depuis maintenant 20 ans le système paternaliste de médecine. On ne va pas remettre maintenant un système paternaliste qui dit, puisque l'industrie pharmaceutique est dangereuse, nous allons bloquer l'interaction directe avec les patients. Nous faisons tout à fait confiance à l'intelligence de groupes de patients qui utilisent l'Internet pour monter leur intelligence commune. Et je vous assure que n'importe quelle interaction commerciale qui va essayer de faire quelque chose à des patients, ça leur prend tout de suite 5 secondes pour comprendre de quoi il s'agit. Et ils vous disent immédiatement, il y a quelque chose qui ne va pas. Or, notre système Smart Patients ne peut marcher qu'à partir du moment où les utilisateurs ont une confiance totale dans ce que nous faisons. Et avoir une attitude, un manque d'éthique une fois, détruirait complètement le système qu'on est en train de monter. Qui veut répondre, Monsieur Puig ou Monsieur Navarro, sur la question? Peut-on avoir des exemples de ce que fait le Cancéropole pour la pédiatrie? Alors, spécifiquement pour la pédiatrie, il y a eu quelques appels d'offres, je ne les ai pas en tête de façon formelle, c'est important. Il y a eu également des participations, alors là nous sommes dans la région parisienne, à toute une organisation, on va soutenir encore très récemment, ça a été décidé au conseil scientifique, des réunions de travail de l'ensemble de la communauté pédiatrique dans le domaine des cancers. Alors il y a la pédiatrie, qui a le nom de pédiatrie. Et puis il y a aussi les pathologies, je pense en beaucoup de maladies autour des hémopathies malignes, où un grand pourcentage de patients sont du domaine pédiatrique ou adolescent. Et on en reparlera tout à l'heure peut-être aussi avec le groupe CHEER. Mais donc il y a des effets spécifiques, il y a des actions qui sont partagées, il y a un certain nombre d'éléments, mais bien sûr la pédiatrie est présente, c'est évident, la pédiatrie et l'adolescent. Monsieur Laurent Puig. Oui, sur la pédiatrie, un mot. Alors, je parle Île-de-France, donc je parle pas. La pédiatrie cancérologique est pas extrêmement bien, mais est bien coordonnée au niveau de l'Île-de-France. Il y a une vraie entente de l'ensemble de la communauté scientifique qui prend en charge médicale, qui prend en charge les patients atteints de cancer. Il y a un effort de l'INCa de renforcement des structures de recherche, avec un appel d'offres qui envisage la création d'un essai de phase précoce pour les enfants spécifiquement en région Île-de-France, qui va être un point important, qui sera commun à l'ensemble des structures, assistance publique, Curie et IGR. De ce que j'ai compris, l'appel d'offres est pas... Donc je parle un peu... l'appel d'offres off n'étant pas encore... voilà, mais il va y avoir un projet, en tout cas de ces 3 structures, qui va être un projet commun de ce que j'ai compris. Et donc il y a une véritable organisation de la région Île-de-France, de l'ensemble des intervenants. Alors le Cancéropole y participe, là encore une fois, je répète, on n'est pas des opérateurs de recherche, donc ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne par des séminaires et la réalisation de groupes de travail, en fait. Favoriser l'apparition de groupes de travail, renforcer les groupes de travail existants. Je vois Association de malades, regard de chercheurs, enquête INSERM, qui veut répondre. Monsieur Laurent Puig, non? C'était pas. Oui. Non, mais c'est peut-être la table ronde. C'est ce bouquin, d'accord. Bon, on en parlera. Parce que on va. À cette distance, je n'arrive pas à lire. Oui. Vous voulez que attendez, je vous l'apporte. Voilà, je vous le rends. Tenez, voilà. J'ai changé de lunettes, mais pas suffisamment, d'accord. Voilà quoi. Je peux juste dire quelque chose, Madame effectivement, à Madame Denet-Kamel, qu'effectivement Repadona est très, très proche aussi, autant que possible, de l'INSERM. On a participé à des rencontres avec les chercheurs et on a communiqué aussi sur le cancer du sein. On participe aussi à Sciences et merci aussi à l'INSERM. Monsieur Laurent Puig, l'implication des patients peut-elle être utile aussi pour la recherche fondamentale? Parce qu'on a beaucoup parlé de la recherche clinique. Ou est-ce que c'est beaucoup trop en amont, selon vous?
J'aurais tendance à dire que je ne ferais pas de différence, en fait. Si des patients... alors après, c'est de la recherche fondamentale qui, quelque part... Alors après, c'est... qu'est-ce que c'est que la recherche fondamentale vis-à-vis du cancer, si on reste dans le domaine de la cancérologie. Mais ça ne me paraîtrait pas... qu'il y ait des citoyens, au-delà même de... finalement, la recherche est un enjeu qui doit concerner la société. Et que finalement, alors que ce soit des malades ou des citoyens qui soient impliqués dans les instances, on va dire... parce qu'on exprime le fait que des patients doivent participer au conseil scientifique du cancéropôle, ce qui me paraît très bien. Mais à la limite, pourquoi des malades et pas des citoyens, en fait, quelque part et pour la recherche fondamentale, je dirais que la société civile participe. Après, il faut trouver les relais, on va dire, démocratiques qui permettent de choisir quels vont être les représentants. Alors, c'est vrai que l'organisation en termes d'associations... les associations, déjà, sont même assez légitimes pour le faire, parce qu'elles travaillent dessus depuis longtemps. Parce que moi, si je viens, je veux bien venir, mais je ne vais pas vous être d'une grande utilité. Hein. Donc, moi, ça me paraît très légitime que dans la recherche même fondamentale, il y ait des représentants de malades. Voilà. Après, c'est simplement pour avoir un regard, finalement... c'est jamais bon d'être complètement enfermé entre soi, et avoir un regard extérieur me paraît être souhaitable parfois. Il y a cette cross-fertilisation aux États-Unis, M. Friedman? Oui, tout à fait. Donc, comme d'habitude, l'innovation vient généralement des groupes de maladies rares. Et je connais beaucoup d'exemples de nouvelles organisations, d'associations pour des maladies rares ou très rares, qui ont été créées généralement par une personne, soit parce que cette personne-là est un patient, soit parce qu'un proche dans la famille est un patient. Et ces organisations ont une détermination absolue pour faire avancer la science, qui généralement, au moment où ils créent l'association, est à un niveau très faible. On ne connaît généralement pas grand-chose sur ces maladies. Et en quelques années, ces organisations lèvent des millions de dollars et gèrent la recherche. À partir du moment où ils lèvent l'argent, ils disent toute recherche qui va être faite avec notre argent, nous allons avoir un véritable droit de regard. Oui, là, Jean Navarro. Je reviens à l'exemple de la mucoviscidose que j'ai vécu avec d'autres. C'est vrai que la mucoviscidose, on a toujours considéré qu'elle était la plus fréquente des maladies rares. Là, s'est imposé un système. Ce système est bien sûr lié à un moment donné à la puissance d'une association pour récolter des financements. Mais à partir du moment où ces financements ont existé, s'est établie une relation très particulière, très favorable, j'ai trouvé, qui est une sorte de contrôle, qui aboutit à un contrôle, et qui a été accepté par le monde médical. Ça, c'est plus rare. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner un financement. Je ne parle pas des financements pour la recherche. Il y en a, bien sûr, c'est très très important. Mais par exemple, pour un service défini, il va avoir droit à une étiquette de reconnaissance officielle et également du personnel. Un personnel qui va venir, une infirmière de coordination, quelqu'un qui va s'occuper aussi à l'extérieur. Et petit à petit s'est établi, ça a mis du temps d'ailleurs, s'est établie une relation dans laquelle les médecins ont compris que c'était très important pour la marche de leur service, mais du coup, ont suivi aussi les recommandations. Et je trouve que ce type d'exemple, dans lequel il y a un savoir-faire, un désir très puissant de se battre pour une pathologie définie, qu'on soit malade soi-même, maintenant ces malades arrivent à l'âge adulte, ou patient et parents de patients, aboutit du coup à un consensus, mais avec quelque chose de très précis dans les règles à suivre. Et ce contrôle n'est pas un contrôle, il ne faut pas le vivre comme un contrôle. C'est une amélioration. Moi, je me rappelle, il y a plus de 20 ans, avoir instauré à l'hôpital Robert Debré une sorte de contrôle des patients. Très sincèrement, je me suis fait traiter de tous les noms par mes collègues dans d'autres domaines. Mais ils disaient, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu as introduit le virus à l'intérieur de l'hôpital. Qu'est-ce que ça va être? Cheval de Troie. Mais c'est horrible. Bon, eh bien, ça a toujours fonctionné de façon exceptionnelle, remarquable. Et on a appris énormément de choses. Monsieur Friedman, vous vouliez agir? Oui, je voudrais dire quelque chose au niveau de l'intervention des groupes de patients
dans la recherche fondamentale. J'ai entendu souvent de la part des gens qui font de la recherche dans le cancer que les groupes de patients sont une source d'hypothèses très importante. C'est-à-dire, on en revient, est-ce que les patients experts ont le même niveau d'expertise que des gens qui font de la recherche? Non. Mais ils sont tout à fait en mesure d'avoir des hypothèses qui peuvent être prises par des gens qui font de la recherche par la suite. S'il vous plaît. Madame Lasseron, est-ce que aujourd'hui, à votre avis, parce que moi je me souviens que dans les années 80 déjà, à l'Institut Curie par exemple, il y avait des petites brochures pour les patients en disant le moral compte, etc. Donc il y avait une part de non médical, de non scientifique, de plus sociologique en fin de compte. Puis on a l'impression que ça s'est un peu arrêté, et que ça reprend depuis quelques années, non ? Alors il y a deux choses que je voudrais dire. Bon, dans les hôpitaux, par exemple, maintenant, il y a des espaces information et où il n'y a pas de blouse blanche et où les familles qui ont des questions peuvent avoir des réponses, de même sur l'accès à des soins de support ou d'autres services. Donc ça, c'est important aussi de dire qu'au sein des hôpitaux eux-mêmes, il y a ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il n'y a pas toujours une culture de ce qu'est l'association auprès des citoyens en France, contrairement à d'autres pays. Aux anglo-saxons notamment. Voilà, donc si on fait un micro-trottoir, les citoyens vont dire « Ah bah oui, une association, c'est une structure qui demande de l'argent ». Voilà, c'est un petit peu comme ça, mais qui n'a pas conscience de ce que peut apporter une association. Et si tous les nouvelles patientes qui ont un cancer du sein chaque année, c'est-à-dire 53 000, venaient nous contacter, on serait très heureux. Mais malheureusement, effectivement, il y a des patients qui ne contactent pas les associations. Donc il y a deux choses à dire. Il faudrait que nous aussi, au niveau des associations, on fasse plus savoir au niveau du citoyen ce que l'on fait, ce que l'on peut apporter. Et puis qu'il faut peut-être aussi un débat citoyen aussi autour de la recherche clinique, que veulent les patients, que veut la société aujourd'hui, et compte tenu aussi des moyens qui peuvent être procurés. Donc je pense qu'il faut qu'on aille aussi à ce niveau-là. Cette rencontre a un peu l'embryon de votre souhait, madame. Madame, vous vouliez poser Bonjour. une question ? Oui, bonjour. Je voulais rebondir sur ce que disait M. Friedman et précisément vous, madame Lasseron. Est-ce qu'il existe en France des études qui auraient été justement d'une certaine manière commanditées par les associations de patients, un petit peu comme celle dont vous parliez aux États-Unis, M. Friedman, autrement dit des associations de patients qui auraient fait remonter un desiderata ou des desiderata, lesquels et des fonds, et auraient ensuite financé une étude clinique scientifique. Alors, qui répond ? Je ne vais pas répondre au titre de Repadonna, mais ce que je voulais dire aussi, il y a une grande hétérogénéité dans l'implication, la taille des associations dans la recherche, et certaines effectivement la financent et font des enquêtes et sont à ce niveau-là. Mais ce n'est pas la majorité, disons, des associations qui peuvent effectivement être structurées au niveau ressources humaines d'ailleurs, et aux ressources financières qui peuvent éventuellement en découler pour s'impliquer autant dans la recherche. Mais il y en a qui le font remarquablement, mais c'est très hétérogène. Monsieur Friedman ? Oui, on peut peut-être Oui, monsieur Puig, Laurent Puig. dire qu'il y a deux... Alors, peut-être pas à moi de le dire, mais il y a la Ligue et l'ARC qui sont... Alors, est-ce que sont Ils sont là, oui. Voilà, c'est quand même des associations, pour moi, en tout cas la Ligue de patients. Je ne sais pas, vous êtes ARC ? Fondation ARC. Ah oui, vous parlerez donc. Ouais. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la Ligue, là, parce que je parle... Normalement, nous attendons. Oui. Oui. Donc c'est des associations de patients qui font de la recherche. En l'occurrence, par exemple, un problème particulier. Attendez, je vous apporte un micro. Alors, En l'occurrence, juste, ce que je trouvais particulièrement intéressant, c'est que dans ce que disait M. Friedman, c'est qu'il prenait l'exemple de patients qui ont fait entre eux remonter une problématique spécifique et qui, du coup, ont, à partir de cette problématique qu'ils estimaient être sous-étudiée, diligenté, enfin financer des études. C'est typiquement ce que je disais dans l'exemple du départ, c'est les tumeurs desmoïdes. Enfin, celui que je connaisse, en tout cas, c'est celui des tumeurs desmoïdes où ils sont partis du fait que c'était une maladie rare pour laquelle il n'y avait pas de traitement. Et ils sont partis ils sont associés en fait avec un groupe de chercheurs qui travaillaient sur le groupe des sarcomes. Et ils ont commandité en quelque sorte d'abord la collection des tumeurs et ensuite l'étude génomique par l'intermédiaire de la Ligue de ces tumeurs. Et ensuite, ça a débouché sur un essai thérapeutique.
Monsieur Dufaux, vous vouliez réagir, vous interviendrez dans la deuxième table ronde. C'est juste pour apporter justement un témoignage sur la co-construction de projets de recherche venant d'une association de patients. Donc là, je vais prendre mon ancienne casquette directeur scientifique dans la muco, avec la mucoviscidose. Il y a eu à un moment une question autour de la transplantation pulmonaire, et faisant le constat qu'il n'y avait rien, il n'y avait quasiment pas de recherche sur la transplantation pulmonaire. Partant de ce constat, l'association donc, a décidé de monter un programme spécifique dans le domaine. On a fait une réunion que j'oserais qualifier d'historique, puisqu'on a réuni les principaux transplanteurs, tous les professionnels de la transplantation pulmonaire en France, et on a co-construit avec eux un programme de recherche qu'on a ensuite cofinancé, il faut le souligner, avec l'association Grégory Le Marchal. Donc ça a été aussi la convergence de ressources entre plusieurs associations pour répondre à des vraies questions scientifiques d'importance, avec un véritable impact derrière pour les patients. Je ne vais pas développer tout le programme, ça a été d'une richesse fantastique, et notamment un programme qui s'est monté, qui réunit actuellement, qui a permis de monter une cohorte unique quasiment au monde, qui permet d'inclure tous les patients qui sont maintenant transplantés, qui ont une transplantation pulmonaire en France. Ils sont inclus dans cette cohorte. Et cette cohorte va permettre, parce qu'on a des échantillons biologiques, on a des données médicales, va permettre de manière prospective de regarder des biomarqueurs annonciateurs, on va dire, d'un rejet. Je pourrais en parler des heures, c'est absolument fascinant. C'est juste pour illustrer le fait que ça a été réellement déjà un succès. Ce point, donc, c'est parti de l'association. On a fait converger des ressources, mobiliser les médecins, les chercheurs qui utilisent maintenant aussi les échantillons biologiques, et on est passé du niveau national au niveau européen, avec aussi, on a réussi à capter des ressources au niveau de l'Europe pour le financer. Donc c'est super important. Est-ce que je peux rajouter juste une chose sur la recherche fondamentale ? Super vite, oui. Parce que ça me tient beaucoup à cœur, je partage totalement votre avis, je ne sépare pas les deux. L'implication des associations de patients est fondamentale, pardonnez-moi. Et je vais vous donner un exemple. Elle est fondamentale parce qu'il y a un besoin de rencontre de la part des scientifiques avec les associations de patients. Et l'un des angles très importants pour moi, ce sont les jeunes chercheurs, qui sont notamment les doctorants ou les post-doctorants. Par le passé, et maintenant au sein de la Fondation Arc, on le fait, on organise aussi des journées jeunes chercheurs. Et par le passé, j'ai fait des journées où on avait les jeunes chercheurs et avec des patients qui venaient. C'était d'une extrême richesse. Pour les chercheurs, pour les jeunes chercheurs, je rejoins aussi le besoin de formation qu'a exprimé tout à l'heure Jean Navarro. Donc c'est dès le début de leur carrière, ils savent pourquoi ils font de la recherche, concrètement. Et c'est très, très important. Et ça crée une énergie, une synergie, et ça aide aussi les associations à se mobiliser et à poursuivre leur combat. Dernière question pour vous, Monsieur Friedman, elle est sur l'écran. Est-ce que SMART concerne également la pédiatrie ? Donc, Smart Patients ne s'occupe pas uniquement du cancer. On s'occupe aussi de cystic fibrosis et de Crohn's disease. Et donc, on s'occupe déjà de pédiatrie, et notre activité dans la pédiatrie va augmenter. Merci madame, merci messieurs, puisqu'on est en retard. Merci monsieur Laurent Pouig, monsieur Friedman et madame Lasseron. Je crois qu'on peut les applaudir, ça serait sympa. Voilà. Merci beaucoup.